Le jour du jugement, on est peut-être sur le point de reconnaître, ou plutôt de révéler, qu'il y a des limites à la puissance américaine. On ne dirait pas que c'est le sujet du jour, parce qu'au moins certains signes venant du Moyen-Orient, concernant la guerre entre les États-Unis et l'Iran et la recherche d'un accord négocié, semblent plutôt positifs. Et oui, il y a quelques signaux encourageants, on va en parler. Mais comme notre invité va nous le rappeler aujourd'hui, il y a, disons, non seulement une ombre au tableau, mais aussi des problèmes plus profonds dont il faut être conscient. Et cet invité, bien sûr, c'est le colonel Douglas Macgregor, analyste en défense et en politique étrangère, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et vétéran de combat hautement décoré. Doug, comme toujours, bienvenue dans l'émission. Ravi d'être là comme toujours. Alors écoutons, on a pas mal de choses à aborder aujourd'hui. Certaines déclarations du président Trump, du vice-président Vance et aussi des commentaires de plusieurs responsables iraniens, histoire de mieux comprendre où en sont vraiment les négociations en ce moment. Mais vous avez publié un article sur Substack intitulé « Le jour du jugement », dans lequel, voyons c'est bien celui-ci je crois, vous dites que le protocole d'accord encourage l'Iran. Mais est-ce que le président Trump comprend vraiment que les États-Unis ont perdu leur guerre pour soumettre l'Iran par la puissance aérienne et navale? Est-ce qu'il réalise que l'échec de la marine américaine à reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz à Téhéran révèle les limites de la puissance militaire américaine, des limites qui restent cachées au grand public? Enfin, cachées parce que personne ne reconnaît même qu'il y a des limites à notre puissance. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous savez, c'est bien là le problème. Quand on décide d'utiliser la force militaire, il y a toujours une chance que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à l'utilité de s'en servir. C'est exactement ce que le maréchal Grechko a essayé d'expliquer au Politburo avant que Brejnev, Tchernenko et leurs amis ne prennent la décision d'intervenir en Afghanistan. Il a simplement dit « Je ne pense pas que ça marchera ». Peu importe le nombre de troupes qu'on enverra, c'est le mauvais outil et les Afghans résisteront. On n'en tirera aucun avantage stratégique. Eh bien, il avait raison. Et on a eu un problème très similaire dès le début avec toute la guerre contre l'Iran. Vous savez, je ne pense pas que le président Trump ait jamais vraiment voulu faire la guerre à l'Iran. Je l'ai déjà dit. Et c'est parce que quand je lui ai parlé en privé, c'était en 2020, je lui ai dit, monsieur, je crois que c'était en avril 2020, je lui ai dit, monsieur, je pense que les Iraniens sont plutôt ouverts à l'idée de trouver un arrangement, un accord avec vous. Et il m'a répondu, je suis d'accord avec vous. Il a dit, je ne vois aucune raison de faire la guerre. Il a dit absolument pas. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que c'est possible. Et je n'ai jamais vu chez lui le moindre intérêt pour une guerre. Je crois que, quand il a fini par s'engager face aux Iraniens, il l'a fait parce que Netanyahou avait lancé la guerre et qu'il subissait d'énormes pressions à l'intérieur des États-Unis de la part des agents d'Israël. Vous savez, les milliardaires dont on parle tout le temps, eh bien, il l'a fait. Et bien sûr, je pense qu'il s'est laissé rassurer par cette fausse promesse que ce serait facile, que ce ne serait pas un vrai défi, que tout s'effondrerait rapidement. Et vous savez, ce n'était pas complètement absurde d'y croire, surtout si c'est ce qu'il entendait de la part des Israéliens. Parce qu'on se dit qu'ils connaissent bien cette région du monde, qu'ils pourraient mieux savoir qu'eux. Mais en même temps, il n'a reçu aucun conseil solide, aucun avis sûr venant de son premier cercle. Quelqu'un aurait dû se lever tout de suite, de préférence le chef d'état-major interarmé, et dire « Monsieur, ne faites pas ça ». C'est catastrophique. Et ça a bien montré la différence entre une puissance continentale et une puissance maritime.
On a souligné qu'on était très limité dans ce qu'on pouvait faire parce qu'on ne pouvait pas engager de forces terrestres. Et même si on en engageait, ce serait purement symbolique. Il n'y avait rien qu'on puisse prendre qui changerait quoi que ce soit à l'issue finale. Et au fond, si on nous demande de prendre le contrôle du Golfe Persique, eh bien, ça n'arrivera pas. Ils ont développé des capacités qui rendent ça tout simplement impossible. Mais personne ne s'est levé pour le dire. Alors, je pense qu'il faut bien comprendre une chose. Ils ont pris la décision d'utiliser la force militaire et ça n'a pas marché. Nous avons perdu le conflit contre l'Iran. Point final, c'est la vérité. Normalement, dans une situation pareille, une personne intelligente, quelqu'un de lucide, qui a honte de tout ça, comme je pense que nous en avons tous honte, dirait « Allez, on s'en va, on tourne la page, on va ailleurs, on fait autre chose. » Mais surtout, on ne renforce pas un échec. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Je ne pense pas que le président soit dans une position où il puisse se désengager facilement. On pourra en parler. Mais au fond, le vrai point, c'est que la faille dans l'armure américaine a été repérée. Partout dans le monde, ceux qui nous voyaient jusque-là comme intouchables ont compris quelque chose qu'ils auraient dû savoir depuis longtemps. Nous avons des limites. Parce que nous sommes avant tout une puissance aérienne et navale. Nous ne sommes pas vraiment une grande puissance terrestre. Et la dernière fois que nous avons engagé des forces terrestres importantes, c'était, vous vous en souvenez, en 1990 et 91. À ce moment-là, on était déjà en train de démanteler l'armée. On a eu de la chance d'en avoir encore une. Nous étions 780 000. Et sur ce total, 300 000 ont été déployés sur le terrain au Moyen-Orient. Eh bien, cette capacité-là, elle n'existe plus. Elle a disparu. Et en même temps, nous faisons face à un nouvel ensemble de capacités qui n'existaient pas à l'époque. Si nous avions été menacés, disons, à Al-Jubail, là où nous avons débarqué et déchargé des milliers de chars, de canons et tout le reste, par des missiles balistiques, de théâtre à guidage de précision, ou par des systèmes sans pilote, nous n'aurions jamais pu décoller. Tout a changé depuis 1990 et 91. Et maintenant, il sait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est le genre de choses qu'on ne veut surtout pas révéler, sauf si c'est absolument, mais alors absolument nécessaire. Et c'est, à mon avis, ce que le chef d'état-major interarmé, l'ensemble des chefs d'état-major, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale et le vice-président, auraient dû clairement faire comprendre au président Trump. Mais ils ne l'ont pas fait. Et donc maintenant, on est dans une situation très difficile, je pense, pour une grande puissance. Aucune grande puissance n'aime être perçue comme faible. Et ensuite, il y a cette mauvaise habitude. Une fois qu'on a été vu comme faible, on se dit qu'il faut absolument prouver qu'on reste les plus forts. Et là, on se retrouve entraîné dans des choses qu'on préférerait éviter. C'est exactement ce qui est arrivé aux Britanniques. Ils ont été humiliés pendant la guerre des Boers. Ils ont dû envoyer 250 000 de soldats pour écraser 40 000 Boers. Et finalement, ils sont entrés dans la Première Guerre mondiale, une immense catastrophe qui a marqué le début de la fin de la puissance nationale britannique. Donc, on est sur la mauvaise voie en ce moment. La question c'est, est-ce qu'on peut en sortir? Et ça veut dire qu'il faut qu'on s'en retire. Et vous savez, vous parlez des choses qui ont changé. Vous avez évoqué évidemment les drones et les missiles, qui n'étaient pas vraiment un sujet en 1991, quand vous et moi sommes entrés au Koweït, etc. Mais il y a de nouvelles informations, et je me demande comment cela s'inscrit dans vos préoccupations. CNN a rapporté aujourd'hui même que le pilote américain abattu a signalé avoir vu des drones iraniens se rassembler dans des zones dites Méduses. D'après l'article, le pilote des forces spéciales, abattu au-dessus de l'Iran en avril, a décrit une scène stupéfiante avant de s'éjecter de son appareil.
Plusieurs drones iraniens stationnés dans les airs, se déplaçant ensemble en formation, comme une méduse. C'est ce qu'ont confirmé 4 sources proches du dossier. Et il y a eu aussi des rapports indiquant que ces drones auraient été fournis à l'Iran par la Chine. Et Gary, si tu peux lancer ces images d'illustration. La Chine publie, depuis quelque temps, pas mal d'informations sur ce que leurs drones sont censés faire et sur la façon dont ils utilisent ces SM de drones, à la fois pour la défense aérienne et pour des attaques massives au sol. Ça pourrait vraiment tout changer, si ce n'est pas juste un scénario de film qu'on verrait ici, mais bien quelque chose qu'ils ont l'intention de faire. C'est très préoccupant. Et je viens tout juste, littéralement, au moment où on est entré en direct, d'avoir Larry Johnson, notre ami commun, qui m'a dit qu'il avait contacté certaines de ses sources sur le terrain, des gens au courant de cet incident de tir, et qui lui ont confirmé que oui, ça avait vraiment fait peur à tout le monde. Est-ce que ça a changé, même depuis le début de cette guerre, la façon dont on pensait que tout cela fonctionnait avant? Bien sûr. Ça, c'est indiscutable. Aujourd'hui, on n'a pas encore la capacité d'envoyer tous ces drones sans aucune forme de coordination. Autrement dit, il faut toujours qu'un être humain, quelque part à distance, donne les instructions et orchestre tout ça. Mais ce qu'on a appris à faire, c'est à utiliser des drones semi-autonomes, c'est-à-dire des drones qui suivent d'autres drones, ce qui permet de voler en formation d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Et si on en lance un nombre suffisant, sachant qu'ils sont maintenant relativement peu coûteux, on peut causer énormément de dégâts à tout ce qu'on tenait pour acquis. Tous les instruments et les structures que nous avons depuis 1945 sont désormais menacés. Ce qui est intéressant, c'est que, vous savez, certaines personnes sur le terrain, en uniforme, disent que l'endroit le plus sûr, c'est d'être sans protection blindée et sans véritable puissance de feu, comme de simples fantassins légers. Moi, je ne vois pas de pire situation, parce qu'en réalité, ça vous rend vulnérable en permanence, à tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas de soutien-feu, pas de vraie mobilité, vous êtes coincé. Et puis, vous savez, on en vient à ces débats sur l'avenir de la guerre qui ressembleraient à Starship Troopers. Sur le papier, ça paraît génial, jusqu'au moment où on commence à regarder le coût pour équiper, approvisionner, entretenir tout ça et fournir l'énergie nécessaire, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation qu'on n'a pas vraiment connue depuis la Première Guerre mondiale, depuis que les lignes de tranchées se sont figées sur le front occidental en 1914. Et c'est exactement ce qu'on voit se produire aujourd'hui. Tout est en train de changer parce qu'il est devenu impossible d'avancer efficacement pour affronter l'ennemi. Encore une fois, on aurait dû prévoir une partie de tout ça, parce qu'on en avait déjà vu les signes dans l'est de l'Ukraine, n'est-ce pas, Dan? C'est quelque chose de totalement nouveau. Ce que tu soulignes, c'est qu'avec le temps, le problème ne fait que s'amplifier. Et ça veut dire qu'il faut inventer des contre-mesures de plus en plus performantes. Est-ce qu'on va en développer? Bien sûr que oui. Et on voit déjà certaines contre-mesures que les Russes ont mises au point pour faire face aux Ukrainiens. Et une grande partie de tout ça, c'est la guerre électronique. Et au-delà de la guerre électronique, c'est la capacité à envoyer dans les airs ce qu'on appelait autrefois la DCA pour pouvoir détruire ces engins. Mais au fond, la réalité, c'est que la guerre a complètement changé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et nous ne sommes pas vraiment prêts à combattre dans cet environnement. Alors au lieu de dire, bon, il faut absolument qu'on se couvre de gloire, qu'on entre en action et qu'on inflige un coup dévastateur, oublions ça. Ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre du recul, tout réexaminer, tout réévaluer et s'adapter à ce nouvel environnement. Et ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain.
Oui, ce n'est pas le cas. Et malheureusement, enfin, pas tellement malheureusement, disons plutôt que cela supposerait d'abord de reconnaître que le jour du jugement est arrivé, pour qu'on puisse commencer à réfléchir de cette manière. Et malheureusement, comme vous allez le voir dans certains propos de nos dirigeants, ce jour-là n'est pas encore arrivé, ou du moins, il n'est pas reconnu consciemment. Toute cette situation en ce moment, avec la tentative d'obtenir le protocole d'accord et de mettre fin à la guerre, tourne bien sûr autour des questions financières et des risques pour notre économie. Comme l'a reconnu le président Trump lors de ce sommet du G7, quand il a dit « Si on ne fait rien, on pourrait finir en dépression, parce que nos réserves stratégiques de pétrole n'avaient plus qu'environ 4 semaines d'autonomie. » Je ne sais pas pourquoi il a dit ça à voix haute, mais bon, il l'a fait. Et donc, nous voilà maintenant en train d'essayer vraiment de négocier pour conclure cet accord. Le président Trump, je crois que c'était hier, a déclaré depuis le bureau ovale que, eh bien, les choses allaient dans la bonne direction. En fait, le pétrole jaillit maintenant du détroit d'Ormuz. Hier, on a fait passer plus de pétrole qu'il n'en est jamais passé par le détroit. Vous l'avez sans doute vu. C'est un vrai flot de pétrole. Le détroit est complètement ouvert, vous le savez. Et on est en train de négocier. On verra bien comment tout ça évolue. Mais il y a 2 choses. Le détroit est ouvert, et ce pays n'aura jamais d'armes nucléaires. Jamais. Absolument jamais. Alors voilà, il essaie, je suppose, de faire ce que tu suggérais tout à l'heure, de faire semblant qu'on est encore aux commandes, qu'on contrôle toujours la situation. Mais bon, il faut regarder les fondamentaux, les faits, parce que tout ça, c'est tout récent, à peine 1 heure. Ce sont des données mises à jour. Le flux à Ormuz, 13,1 millions de barils, hier encore. 5 millions pour l'Iran, 8 millions pour les autres. Ça donne une moyenne sur 7 jours de 8,1. Et ça, c'est moins de la moitié de ce que c'était avant, quand on tournait autour de 20 millions de barils par jour. Donc dire que c'était un record ou une explosion de production, c'est tout simplement faux. C'est complètement inexact. Mais voilà, Doug, je veux quand même préciser à notre public que ces chiffres sont élevés parce qu'il y avait toute une flotte de pétroliers bloqués dans le Golfe, en attente de pouvoir partir. Maintenant, ils peuvent enfin sortir. Mais une fois qu'ils seront partis, il n'y aura pas une autre flotte de pétroliers vides pour venir les remplacer. Donc, on va voir un gros surplus, pas énorme, mais quand même important, puis ça va redescendre, parce que tous ces pays doivent aussi redémarrer leurs installations de production de pétrole, qui sont à l'arrêt depuis environ 1 mois après le début de cette guerre. Autrement dit, on est encore loin d'un flot abondant de pétrole. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que le président Trump continue d'essayer de manipuler les marchés, surtout ceux du pétrole et des produits pétroliers. Et malheureusement, à Wall Street, certains ont écouté ces absurdités. Les vraies conséquences de cette guerre sur nous, on ne les a même pas encore ressenties. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On se dirige vers des temps bien plus difficiles que ce qu'on a connu jusqu'ici. Le pétrole va retrouver sa valeur d'avant. Je pense qu'il va monter entre 150 et 200 $ le baril. Mais c'est pas ce que veut Donald Trump. Et il a compris que les gens de Wall Street allaient l'écouter. À un moment donné, la réalité physique va rattraper tout ça. Et cette réalité, elle dit exactement ce que tu viens de décrire. Alors, quels sont les vrais effets de cette guerre, Daniel? La démondialisation, c'est le premier. En d'autres termes, tout le système économique mondial a été bouleversé et franchement démantelé. On est passé d'une logique de flux tendu à une logique de précaution. Les gens vont commencer à tout stocker.
Certains points de passage stratégiques sont devenus de véritables armes économiques. Par exemple, peu de gens le savent, mais les Turcs viennent d'annoncer qu'ils allaient augmenter de 15% les frais pour traverser le Bosphore. Résultat, une inflation plus forte sur l'alimentation et l'énergie, une croissance qui ralentit, la récession qui se transforme en dépression, et on se dirige vers des famines inévitables. Personne ne parle aux États-Unis de la question des engrais, mais les engrais qu'on n'a plus depuis des mois empêchent les cultures de pousser. Et quand les récoltes ne poussent pas, qu'est-ce que ça veut dire dans 6 mois? Ça veut dire la faim. Ça veut dire de graves problèmes à l'échelle mondiale. Je suis personnellement ravi que le président Trump ait enfin dit publiquement ce que moi, vous, Larry et beaucoup d'autres disons depuis un moment. Nous sommes face à une dépression dans la majeure partie du monde. Et ici, au lieu d'une récession très grave, ça pourrait facilement tourner à la dépression. On n'a même pas encore parlé de tous les problèmes sur les marchés obligataires et de ces petits jeux de dupes que Bezan et d'autres ont mis en place pour nous maintenir à flot. Tout ça va s'effondrer. C'est juste une question de temps avant que notre monnaie soit complètement dévaluée et détruite. Tout est déjà en train de se produire. Il essaye de donner une image positive, ou comme on disait dans l'armée, on met un sourire sur un rat mort. Et il n'y a pas de solution politique simple à ça. C'est la deuxième partie du problème. Et j'espère qu'on va en parler. On va en parler aussi, bien sûr. Mais il y a un autre point dont je veux parler, qui a été évoqué dans ce que le vice-président Vance a dit hier. Encore une fois, il essaye de donner l'image qu'on contrôle tout. C'est la question des fonds gelés. Alors, d'abord, le président Trump s'est lui-même piégé en passant des années à diaboliser le président Obama pour, je cite, avoir offert des avions remplis d'argent à l'Iran, etc. En réalité, il s'agissait d'avoirs iraniens qui avaient été débloqués à l'époque, en 2015. Eh bien, c'est exactement la même catégorie de fonds que la partie iranienne a exigé de voir libérés dès le départ. Eh bien, ils ont essayé de donner le change hier. Le vice-président a dit en gros, « Ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sera sous notre contrôle. C'est nous qui déciderons comment ils vont l'utiliser. » Et il a ajouté qu'ils allaient acheter ces produits uniquement auprès des agriculteurs américains pour leur propre usage, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Baghaei, a réagi. Il a dit, je cite, « Nous trouvons intéressant que l'objectif de la guerre, annoncé comme la destruction de la civilisation iranienne, se soit transformé en un moyen d'enrichir les agriculteurs américains. » Et il a ajouté que les fonds iraniens gelés étaient désormais accessibles, afin que l'Iran puisse les utiliser librement selon ses besoins. Personne, selon lui, ne leur dira comment les dépenser. Alors que pensez-vous de cette différence d'interprétation? Et au final, qui aura raison? Dan, laisse-moi te donner un conseil. Tout diplomate expérimenté te le dira. Quand on est engagé dans des négociations sérieuses, on ne dit rien. Si Vance est vraiment le principal diplomate dans cette situation, qu'il se taise, qu'il retourne derrière des portes closes et qu'il négocie. S'il doit absolument faire une déclaration, qu'il sorte et qu'il dise simplement « Nous faisons des progrès et nous sommes optimistes. Merci beaucoup » et qu'il quitte la scène. Il n'a pas besoin de rattraper les propos imprudents du président. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son problème. Son travail, c'est d'obtenir un accord négocié. Alors qu'il arrête de parler. Parce que tout ce qu'il fait en s'exprimant publiquement comme il l'a fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Il négocie sur la place publique. Et là, la partie adverse répond « Très bien, allez vous faire voir, on ne suivra pas vos points X, Y et Z. » On a complètement perdu le sens de la diplomatie. Tous les bons accords, ceux qui tiennent dans la durée et qui sont vraiment efficaces, se concluent en privé, dans le silence, derrière des portes fermées, pas sur la place publique.
Ah, si seulement le vice-président Vance avait reçu ce conseil hier. Parce qu'il y a une autre chose vraiment gênante qu'il a dite et qui a d'ailleurs été désavouée. C'est à propos de la question nucléaire, et plus précisément de la présence des inspecteurs sur le terrain. Voici ce que le vice-président a déclaré. Les Iraniens ont accepté de laisser revenir les inspecteurs de l'AIEA dans leur pays. C'est une étape majeure pour le peuple américain et le premier pas vers la fin définitive du programme d'armes nucléaires en Iran. C'est exactement ce que nous voulions faire, exactement ce que nous avions demandé. Nous avons aussi fait beaucoup de progrès dans d'autres discussions sur le nucléaire. Alors, avant de commencer, la partie iranienne avait dit, en gros, le nucléaire, c'est la phase 2. On n'en parlera pas tout de suite. Ils voulaient d'abord régler les premiers points. Je crois qu'il y a 5 paragraphes qui concernent les questions préliminaires. C'est là-dessus, disait-il, qu'ils allaient négocier. Après 18 heures de discussion, à peu près au moment où le vice-président faisait sa déclaration, on a eu, je crois que c'était l'Iran, un des porte-paroles du ministère des Affaires étrangères, qui a dit « Nous avons tous les deux présenté nos positions sur la question des armes nucléaires, mais rien n'a été discuté. » Autrement dit, il ne comptait même pas ouvrir la négociation avant plus tard. Et ensuite, après la déclaration du vice-président Vance, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Bagheri, a dit ceci. Nous n'avons pas eu de rencontre avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et nous n'avons aucun projet pour que l'agence inspecte les installations nucléaires iraniennes endommagées à la suite de l'agression militaire des États-Unis et du régime sioniste. En réalité, il n'existe aucune procédure à ce sujet. Je t'avoue que c'est pas très clair pour moi, Doug. D'un côté, il y a l'espoir, parce qu'on ne peut pas faire ce genre de déclaration sans savoir que les Iraniens vont forcément les rejeter publiquement. Si ça ne se produit pas, on a l'air encore plus faible. Et si on n'obtient pas les inspecteurs, comme tu l'as dit, et qu'ils n'utilisent pas l'argent comme on le prétend, alors là, on aura l'air encore pire. Vous êtes en train de dire qu'on assiste à un cirque? Parce que franchement, c'est bien ce qu'on voit. C'est de l'amateurisme, dans le pire sens du terme. Personne de sensé, encore une fois, qui veut vraiment mener une négociation réussie sur l'un de ces sujets, n'en parlerait publiquement avant que les questions soient réglées. Et si j'étais iranien, j'aurais fait exactement ce que ce porte-parole a fait. J'aurais dit, écoutez, nous n'avons rien accepté du tout, de quoi parlez-vous? Si ça continue comme ça, et je pense que ça va continuer, parce que je ne vois aucun signe qu'on tire les leçons du passé, ni qu'on respecte l'expérience, la compréhension, l'intelligence, et encore moins nos adversaires, je ne vois rien de bon à l'horizon. Je ne vois absolument rien sortir de ces discussions. Aucune solution politique. Et chaque fois que Vance prend la parole, que le président prend la parole, ils rendent encore moins probable l'émergence de quoi que ce soit de constructif. Et alors, où est-ce qu'on va à partir de là? Parce qu'il reste encore pas mal de sujets sur la table, des questions qu'il faut régler d'une manière ou d'une autre, puisque ce processus est déjà lancé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, vous savez, c'est justement le sujet que je voulais aborder dans mon article sur Substack, intitulé « Le jour du jugement pour la guerre de Trump ». Il n'y a pas de solution politique pour nous sortir de ce bourbier. Il n'y a qu'une seule solution militaire, se retirer. Alors pourquoi ferait-on cela? Plus ce processus de paix s'éternise, plus il devient difficile et complexe. La confiance s'est effondrée entre l'Iran et les États-Unis, et il faudra des années, voire des décennies, pour la rétablir. Et n'oublions pas
qu'Israël reste totalement, absolument, complètement désintéressé par toute forme d'accord. C'est donc quelque chose que le président ne peut pas surmonter. Je pense que le président est sous pression. Pour quelle raison exactement, je ne peux pas le dire. Mais c'est très clair qu'il est sous pression. Et le lobby juif, ou Israël, peu importe comment on veut l'appeler dans son ensemble, ses agents aux États-Unis ont quelque chose contre lui. Ils le tiennent et ils lui disent en gros qu'il a intérêt à poursuivre la guerre. Donc je pense que ce qu'on voit parfois chez Trump, ce sont ces accès de colère et de frustration qui ont moins à voir avec les Iraniens qu'avec le fait qu'il essaye de rassurer ceux qui l'ont fait entrer à la Maison-Blanche, ceux qui ont dépensé des centaines de millions de dollars pour qu'il y arrive. Mais en même temps, il essaie encore de trouver quelque chose qu'il puisse présenter comme une réussite. Je ne pense pas que ça arrivera. Alors je crois que ce qu'on doit vraiment faire pour convaincre les Iraniens qu'on est sérieux, c'est se retirer. Il faut qu'on démantèle notre position dans la région. Vous savez, on peut dire tout ce qu'on veut aux Iraniens, mais tant qu'ils ne nous verront pas partir, tant qu'ils ne verront pas un retrait capable de désamorcer la bombe israélienne inévitable qui attend d'exploser, le président doit agir. D'abord, il doit annoncer qu'on va se retirer, rejeter cette dépendance excessive à la puissance aérienne et navale pour l'avenir, et désengager les forces américaines en conséquence. Il faut aussi annuler les contrats de défense prévus pour reconstruire des bases dans la région. Ce n'est pas ce qu'on fait en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui comptent bien s'enrichir en reconstruisant ces bases. Il faut remplacer le chef d'état-major interarmé. Il faut aussi remplacer le secrétaire à la guerre. Il faut qu'on remplace le directeur de la CIA. Si on ne le fait pas, tout le monde va se dire que rien ne changera, parce que ce sont ces gens-là qui pilotent et façonnent la politique. Ce sont eux qui ont entraîné le président Trump dans la guerre. Ce sont eux qui veulent qu'il continue à se battre. Et il faut négocier un accord entre les États du Golfe et l'Iran, à condition que nous nous retirions. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui doit annoncer tout de suite, du genre « je vais renvoyer tout ce monde-là immédiatement », même si en réalité, ça devrait arriver assez vite. Mais il doit vraiment se désengager, les écarter, et simplement dire aux Iraniens « on s'en va, on se retire ». Parce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, Dan. Il ne peut pas obtenir que les Israéliens se plient à quoi que ce soit que l'Iran demande. Oui, et on va en parler dans un instant, parce que c'est un sujet bien plus important que beaucoup ne l'imaginent. Vraiment, beaucoup plus. Mais, écoute, je vais te dire, le plus gros obstacle à ce que tu viens de décrire, c'est le président Trump lui-même. Voici ce qu'il a publié sur Truth Social il y a seulement quelques heures. Il s'est lancé dans tout un discours, et malgré les protestations et les déclarations fausses qui disent le contraire, ajouté à un flot de fausses informations, l'Iran a, pour essayer de rendre la victoire des États-Unis aussi petite et insignifiante que possible, totalement et complètement accepté les plus hauts niveaux d'inspection nucléaire pour l'avenir, des niveaux infinis, selon ses mots. Il écrit ici, exactement comme tu l'avais suggéré, qu'il est inquiet de donner l'impression qu'il a gagné. Alors il continue simplement à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et ensuite, ça va encore plus loin. Il dit « J'ai accepté de permettre la réouverture du détroit d'Ormuz. Plus besoin donc de maintenir le blocus. Cependant, tous les navires restent sur place. Si jamais il faut rétablir le blocus, je le ferai. » Puis il aborde la question de l'argent et des sanctions que le Trésor américain va placer sous séquestre, sous le contrôle des États-Unis. Et tout ça, soi-disant, ne servira qu'à acheter du maïs, du blé et du soja venant de nos grands agriculteurs américains. Mais enfin, Doug, il n'y a absolument aucune chance que ce soit vrai.
Et à un moment donné, quand ça ne se produit pas, malgré ce que même les Iraniens ont dit ici, si jamais ils n'acceptent pas, eh bien ce ne sera évidemment pas vrai. En attendant, et c'est directement lié à ça, voici Ghalibaf, hier, qui est allé à Oman. Il a déclaré qu'il travaillait sur les dispositions pour le contrôle du détroit d'Ormuz une fois la période de 60 jours terminée. Rappelez-vous, le président Trump, sur Truth Social, a dit qu'aucun frais ne serait facturé pendant 60 jours et qu'il n'y en aurait pas non plus après ces 60 jours. Et du côté iranien, ils ont répondu « Nous facturerons au 61e jour ». Ils avancent en ce moment et c'est autorisé par le mémorandum signé par le président Trump. Franchement, avec de tels vents contraires, je ne sais pas comment quoi que ce soit peut fonctionner dans cette situation. Eh bien, le président Trump a quelque chose que tous ses adversaires n'ont pas, et c'est le peuple américain. En très grand nombre, les Américains sont totalement opposés à la guerre. Le nombre de personnes contre cette guerre a atteint un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le Vietnam. En fait, cette guerre a aujourd'hui encore moins de soutien que la guerre du Vietnam à la fin de celle-ci. Prenez un instant pour y réfléchir. Alors, qu'est-ce qui retient le président? Vous savez, Abraham Lincoln a dit quelque chose que les gens n'ont vraiment compris que lorsqu'il l'a mis en pratique pendant la guerre de sécession. Il a dit, avec le soutien du public, tout est possible. Sans le soutien du public, rien n'est possible. Eh bien, en ce moment, toutes ces personnes, que ce soit Lindsey Graham, Tom Cotton, Chuck Schumer ou d'autres au Congrès, touchent leur chèque de l'AIPAC et disent « Allez-y, bombardez-les jusqu'à l'âge de pierre ». Ils n'ont aucun soutien du peuple américain. Le président Trump, s'il se lève et dit « c'est fini, on s'en va, je pars », il aura du soutien. Le peuple américain soutiendra cette décision. C'est ce que les Américains veulent. Alors je ne vois pas où est le problème du président Trump. Et comme on l'a dit au début, plus il reste, plus il y a de chances que quelque chose d'autre se produise, qu'on soit entraîné à nouveau dans cette impasse par les Israéliens. Peretz dit, et qu'on finisse par perdre encore plus, en paraissant encore plus faible et incapable. Il est temps de partir. Il faut arrêter ces absurdités. Si on regarde sa déclaration, celle que vous venez de lire, on voit qu'il se dispute avec lui-même dans ce paragraphe et qu'il perd la dispute. Il dit non, je ne retirerai aucun navire tant que je n'aurai pas obtenu ceci ou cela. Mais à mon sens, c'est maintenant qu'il faut agir. Le monde en a besoin, blablabla. Allez, président Trump, décidez-vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, bon sang? Et on voit bien qu'il est en difficulté, clairement, sans ambiguïté, et il n'a pas besoin de l'être. Il lui suffit de regarder les sondages, de comprendre ce que veulent les Américains, et ce qu'ils veulent, c'est en finir. Alors, sortez. Le reste du monde veut que ça se termine, parce que leur vie, dans bien des cas, dans bien des endroits, en dépendent. Plus il attend, plus la dépression, qui semble maintenant presque inévitable, sera grave. Et malheureusement, les gars de Wall Street sont complètement déconnectés de la réalité. Mais ils vont avoir une leçon d'ici quelques semaines, surtout quand il deviendra évident que la réserve stratégique de pétrole est presque épuisée. Et ce sera pareil dans la plupart des pays dont on parle, à part un très petit nombre. Oui, parce que l'un des points, je ne sais pas s'il n'est pas au courant de ça, ou s'il préfère juste se bander les yeux en disant « Non, je ne vois rien ». Franchement, je ne sais pas. Mais le problème du stock stratégique de pétrole, lui, était bien réel et tout à fait légitime. Par contre, son commentaire ici, quand il dit que leur pétrole jaillit de partout, je ne sais pas s'il se rend compte que c'est simplement à cause des navires qui étaient bloqués là-bas et qui essaient maintenant de partir, même si c'est en plus petit nombre. Mais il va falloir pas mal de temps avant que ce pétrole-là circule vraiment, si tout reste ouvert. Et malgré tout,
on va continuer à utiliser cette réserve stratégique de pétrole. Donc on va arriver à ce point économique et financier que tu viens de décrire, même si la situation reste ouverte. Mais si on n'arrive pas à un accord et que ça se referme, et on va parler du dossier du Liban dans un instant, là ça va devenir un vrai problème. C'est intéressant d'ailleurs. Et il y a un autre obstacle à ce que le président Trump fasse exactement ce que tu proposes. Cet obstacle vient de son cercle rapproché, de certains de ses amis amateurs de guerre, dont l'un est un ancien ami à toi et à moi, un ancien conseiller à la sécurité nationale, un maître du charme. Il n'y aura pas de paix durable avec l'Iran. Il n'y aura pas de paix durable dans la région tant que ces groupes armés resteront actifs. Et il n'y aura pas de sécurité pour le peuple iranien tant qu'il n'y aura pas un changement fondamental dans la nature même du gouvernement iranien, un changement qui le conduise à rejeter cette idéologie révolutionnaire. Ce qui va avec, c'est une hostilité permanente envers les États-Unis, envers Israël et envers les voisins arabes. Ce qu'ils appellent leur défense avancée, en réalité, c'est une offensive avancée. Leur objectif, c'est de maintenir le monde arabe dans la faiblesse, en l'enfermant sans cesse dans des conflits, dans des guerres civiles à caractère sectaire. Et à partir de là, ils veulent étendre leur influence jusqu'à la Méditerranée, encercler Israël d'un anneau de feu, détruire Israël et tuer tous les Juifs. C'est vraiment ça leur intention. Alors, l'Iran veut vraiment détruire Israël et tuer tous les Juifs, même s'il y a des Juifs qui ont été... En fait, certains siègent même au Parlement iranien. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore été tués, mais c'est une hostilité permanente. À ton avis, d'où vient cette hostilité? Peut-être parce qu'on a assassiné leurs dirigeants, leurs généraux, leurs scientifiques, et qu'on est entré en guerre avec eux 2 fois en l'espace d'environ 8 mois. Je ne sais pas, Doug. Peut-être que je deviens fou. Qu'est-ce que t'en penses? N'oubliez pas la guerre entre l'Irak et l'Iran qu'on a financée. Ah oui, il y a ça aussi. On a équipé les Irakiens et ça a tué quoi? Entre 500 000 et 800 000 Iraniens, selon les sources qu'on consulte. Écoutez, il présente le point de vue israélien. Les éléments de langage viennent de Netanyahou. Parlons de la réalité. La réalité, c'est que les Israéliens sont dans une situation du type « on l'utilise ou on le perd ». Pour eux, c'est le moment décisif. S'ils n'arrivent pas à nous maintenir dans cette guerre, à la prolonger assez longtemps, dans leur logique, pour détruire complètement l'Iran, alors ce n'est pas l'Iran, mais Israël qui n'existera plus. C'est ça, la vérité que personne ne veut admettre dans le camp israélien en ce moment. Israël est dans une très mauvaise posture. Il est à bout de souffle, comme on dit. Il n'a plus beaucoup de vitesse ni d'altitude à perdre. Nous sommes tout ce qu'ils ont. Et depuis le tout début, nous agissons comme une branche des forces armées israéliennes. Ce n'est pas un hasard si tous les commandants du CENTCOM se précipitent pour, vous savez, rendre hommage à M. Netanyahou et recevoir leurs instructions. C'est ce qui se passe depuis un bon moment déjà. Ça durait depuis des années, mais ce n'est que maintenant que ça devient douloureusement évident. Si Israël ne parvient pas à maintenir l'engagement des forces armées américaines, le pays pourrait bien s'effondrer, parce qu'Israël n'est pas solide. Israël a perdu beaucoup de monde. Les peuples autour en ont assez d'Israël, et il n'en a peut-être pas conscience. Ne perdez pas votre temps à parler aux soi-disant élites des Émirats ou de ces autres pays qui ne sont au fond que des installations pétrolières avec un drapeau. Les Arabes musulmans qui vivent dans ces pays détestent les élites. Ceux qui vivent dans la péninsule arabique, eux, détestent Israël, et ils nous détestent aussi, parce que c'est nous qui rendons Israël possible. C'est la vérité. Et l'Iran, lui, n'a aucun intérêt à long terme à être en guerre contre nous.
Et au passage, personne, absolument personne, ne parle jamais de la Turquie. Les Turcs méritent pourtant qu'on les mentionne, parce que là-bas, la haine déborde littéralement de la casserole. La haine d'Israël et la colère contre nous. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais aujourd'hui c'est à son plus haut niveau. Et il y a cette crainte. Si nous nous retirons, Israël se retrouvera vraiment seul. Et il ne faudra pas longtemps avant que les Égyptiens, les Turcs et le reste des Arabes ne se referment sur lui. Personne ne veut revenir à l'ancien statu quo. Tous vous le diront en privé, Sykes-Picot c'est fini. C'est en gros le slogan dans le monde arabe aujourd'hui. L'accord Sykes-Picot est terminé. Vous n'irez nulle part avec ça. Vous n'allez pas faire plier les Libanais ni les soumettre à Israël. Ça n'arrivera pas. Donc le point essentiel maintenant est très simple. Les Israéliens vont tout faire pour éviter tout type d'accord. Ils considèrent qu'un accord, quel qu'il soit, représente une menace existentielle pour Israël. Et à ce stade, je dois dire que je suis d'accord avec eux, parce qu'ils ont mal géré toute cette affaire d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Pour un groupe de gens qu'on dit intelligents, ils ont été vraiment, vraiment stupides. Ils se sont mis dans une situation dont ils ne peuvent plus sortir. Alors la vraie question, ce n'est pas ce qu'il a souligné, à savoir qu'il faut rester là-bas pour empêcher que des Juifs soient tués. Je pense que les Juifs le savent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on leur a infligé. Ce n'était pas le cas il y a des années, quand tout ça a commencé, mais ça l'est aujourd'hui. Et ce ne seront pas forcément les Iraniens qui le feront. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut rester engagé en permanence dans une guerre qu'on ne veut pas, que le monde ne veut pas, et qui est extrêmement destructrice. Ou bien, il pourrait y avoir un miracle à Jérusalem. Quelqu'un là-bas pourrait dire, il est temps de changer complètement notre gouvernement. Il faut adopter une politique étrangère et de défense totalement différente. Tous ceux qui sont en place dehors. On repart de zéro. Je ne pense pas que ça arrivera. Comme vous le soulignez, si on écoute Donald Trump, est-ce qu'il va vraiment écarter les conseillers militaires et politiques de haut niveau qui l'entourent aujourd'hui, ceux qui ont contribué à provoquer ce désastre? Je ne crois pas. Mais c'est pourtant ce qu'il devrait faire. Eh bien, il ne semble pas qu'il y ait de mouvement à court terme sur ce sujet au sein du gouvernement israélien. Vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois ici. Le principal obstacle, peut-être même le plus important, c'est la question du Liban. Et cela a été publié, je crois, hier seulement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, le chef d'état-major de Tzahal Eyal Zamir et le commandant du Front Nord Rafi Milo ont tenu une conférence téléphonique lundi. Dans une déclaration commune, ils ont affirmé que l'armée israélienne continuerait d'agir avec détermination pour déjouer les menaces visant leurs soldats et leurs civils, détruire les infrastructures terroristes et maintenir la zone de sécurité dans le sud du Liban. La sécurité des civils israéliens et des soldats de Tzahal restera, sans compromis, leur psaume. Un ancien fugitif de la CPI, le Premier ministre, c'est de ça que parlait Dropside, Benjamin Netanyahou, a déclaré « Ma directive et celle du ministre de la Défense à l'armée israélienne est claire et n'a pas changé. Nos combattants dans le sud du Liban ont toute liberté d'action pour contrer toute menace directe ou émergente contre eux ou contre les habitants du Nord. L'armée n'a aucune restriction à ce sujet. Et certains d'entre vous ne seront pas d'accord. Mais à mon avis, ce message n'était pas adressé au peuple israélien, mais au bureau ovale et au président Trump. Aucune restriction. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense qu'il faut se désengager de la guerre avec l'Iran et dire clairement que nous ne soutenons pas le massacre ou l'extermination des populations qui vivent au Liban, parce qu'en réalité, c'est bien ce que ce texte laisse entendre. Vous parlez de la gazification du Liban. Les Israéliens croient vraiment qu'ils peuvent s'en sortir en tuant.
Ils ne semblent pas comprendre qu'adopter cette position, c'est le moyen le plus sûr pour Israël de courir à sa perte. On ne peut pas s'en sortir en tuant. Et essayer de le faire, c'est aggraver la situation, pas l'améliorer. Je ne sais pas quoi dire d'autre mais si vous pensez pouvoir vous en sortir au Liban en le transformant en une autre Gaza, vous allez attendre longtemps. Ça ne marchera pas. Et vous savez, il y a des questions plus importantes. Enfin, c'en est une grande. Le président Trump, dans son entretien avec Axios il y a environ une semaine, s'est vu poser la question très directement. Pouvez-vous dire à Israël d'arrêter au Liban? Et est-ce qu'ils vous écouteront? Est-ce qu'ils seront d'accord avec vous? C'est une relation avec Netanyahou. Elle est bonne, mais il faut quand même le garder un peu sous contrôle. Est-ce que vous allez pouvoir empêcher Israël d'attaquer le Liban? Oui, je le pourrais. Ils ont beaucoup de respect pour moi, et ils font ce que je dis. Ils font ce que je dis. C'est ce qu'il a dit là. Maintenant, apparemment, cette note et cet extrait audio ne sont pas arrivés jusqu'à Itamar Ben-Gvir, qui a déclaré ceci à ce sujet. Je pense que, avec tout le respect que je dois à Trump, c'est pas ici qu'il l'a fait. Il l'a fait ici avec Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien est un premier ministre indépendant. Israël n'est plus une étoile sur le drapeau américain. Et c'est au premier ministre de prendre les décisions. Et ça dépend beaucoup de Bibi. Il doit prendre des décisions qui plaisent à Trump, mais qui soient bonnes pour nos soldats, pour les habitants de Metula, pour ceux de Kiryat Shmona. Il n'est pas question que nous commencions à agir selon les ordres d'un ami, même si c'est vraiment un grand ami. Il faut le dire aussi. Elle a dit, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu le lire, qu'il avait déclaré « On aime le président Trump, mais on va agir comme on l'entend, et on ne va pas le laisser nous dicter quoi que ce soit. » Donc, ils vont continuer sur leur lancée. Alors, qu'est-ce que ça te dit, Doug? Quand on regarde tout ça ensemble, les affirmations qu'on fait, auxquelles les Iraniens auraient soi-disant accepté, alors qu'ils disent non, pas du tout. Trump qui affirme avoir dit à Israël quoi faire, et Israël qui répond, en gros, « Oui bon, on fera ce qu'on veut ». Eh bien, j'ai l'impression que le président Trump devient de plus en plus marginal, même auprès de ceux à qui il pouvait autrefois dire quoi faire. Je dis à tout le monde qu'il faut écouter Ben-Gvir. Ce qu'il dit, c'est exactement ce que pense le gouvernement, et franchement, la plupart des Israéliens aussi. Et l'idée sous-jacente, même s'il ne l'a pas formulée clairement, c'est que nous serions les serviteurs du grand Israël, et que nos forces armées resteraient engagées jusqu'à ce que sa vision du monde devienne réalité, la vision de Ben-Gvir, celle du grand Israël. C'est à cela que le président Trump doit se confronter. Est-ce que le président Trump peut aller chercher une déclaration de guerre contre le Liban, et d'ailleurs contre n'importe qui d'autre, l'Iran ou tout autre pays arabe de la région, voire la Turquie, juste pour satisfaire les exigences de Ben-Gvir? Est-ce qu'il peut faire ça? Eh bien, l'attitude de Ben-Gvir, c'est de dire « Ça fait 30 ans qu'on achète des politiciens. Il est temps qu'ils nous rendent l'appareil. On a le meilleur gouvernement que l'argent puisse acheter, et ce gouvernement, il a été acheté. » Fin de la discussion. Alors maintenant, c'est le moment de rendre l'appareil. Quand on prend leur argent, ils s'attendent à ce qu'on fasse le travail. Je pense que c'est le problème du président Trump avec le Congrès, dans une moindre mesure pour lui-même, mais il est aussi sous pression. Les gens dont on parle ici, Dan, ceux qui ne sont pas sous pression, on les appelle les Américains, nous. Nous, on n'est pas sous pression. Et ce qui nous préoccupe avant tout, ce sont les intérêts du peuple américain, leurs intérêts stratégiques, leurs intérêts en matière de sécurité. Et pour nous, le massacre ou l'anéantissement de populations vivant à Gaza, au Liban, en Iran ou ailleurs d'ailleurs,
Ça n'a rien à voir avec notre sécurité nationale. Ça ne marche pas pour nous. Maintenant, le président Trump doit décider de quel côté il est vraiment. Est-ce qu'il va être le président des États-Unis ou bien le principal représentant auprès du peuple américain, du pouvoir israélien et juif international? C'est ça la question. Et tu sais, Doug, il y a eu quelques sondages publics récemment. Mais d'après ce que j'ai appris de sources assez sûres, la Maison-Blanche fait aussi ses propres sondages internes, qui ne sont pas rendus publics. Et ces sondages leur disaient déjà, il y a plusieurs semaines, à peu près ce que tu viens de dire, que la population américaine en général, même dans le camp pro-MAGA, commence à dire « Attendez, c'est une catastrophe. Cette guerre est une catastrophe. Il faut qu'on s'en retire et qu'on arrête de céder automatiquement à Israël. » Ça semble avoir beaucoup changé. Le vocabulaire du président Trump, les choses qu'il disait, parce que, vous savez, il parlait du genre « je leur dis quoi faire », ou encore « oh, ce sont les petits partenaires », ce genre de remarques. J.D. Vance, lui, fait le tour des plateaux, participe à toutes sortes de podcasts et d'interviews, et il répète souvent les mêmes idées. C'est juste un pays comme un autre, rien de spécial. Mais jusqu'ici, il n'y a eu aucune action concrète. Pensez-vous qu'ils seront capables, en prenant conscience de ce changement que vous venez de souligner, que l'administration, c'est-à-dire Trump, passera à l'action pour enfin donner du poids à tout ça? Ou bien, selon vous, est-ce que ça restera au niveau du discours et que les Israéliens continueront à faire ce qu'ils veulent avec notre matériel? Le président Trump a montré assez clairement qu'il est bel et bien un homme politique. Et la plupart des politiciens aiment rester un peu entre deux eaux. Ce que ça veut dire, c'est qu'il a tendance à vouloir se placer sur tous les côtés d'un même sujet. Il n'est pas du genre à prendre une décision qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, être perçue comme vraiment tranchée. Est-ce que ça peut changer? Oui, je pense que oui. Mais il faut comprendre une chose. Quand est-ce que la Révolution française a vraiment commencé? Elle a commencé quand les habitants de Paris n'avaient plus les moyens d'acheter du pain. Alors, quelle sera l'étincelle cette fois? Si ça continue, si la violence persiste, si le pétrole continue de s'échapper, et si on voit toujours des pénuries durer, d'acide sulfurique, d'aluminium et de toute une série de minéraux essentiels, tous venant du Golfe Persique, alors on commencera à voir des pays frappés par la famine. Et chez nous, les gens vont finir par comprendre que le problème, ce n'est pas la baisse de la demande, c'est la destruction de l'offre. Qu'est-il arrivé aux chaînes d'approvisionnement? Où sont passés les produits qu'on trouve d'habitude dans nos rayons? Quand ce genre de situation se met en place, la pression devient énorme. Moi, je préférerais que le président n'attende pas d'en arriver là. Ce serait bien mieux qu'il agisse dès maintenant, de façon claire et ferme, et qu'il dise « ça suffit, on se retire ». Et puis, il faudrait se tourner vers les Iraniens et leur dire « voilà nos intérêts, nous nous retirons, nous respectons vos intérêts. Voici comment nous voyons vos intérêts ». Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a été formé ou éduqué à accepter. Vous savez, historiquement, en tant que nation, nous étions très populaires dans le monde parce que nous avions tendance à respecter les intérêts des autres. Quand nous nous sommes vraiment engagés dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, quand nous ne sommes pas rentrés chez nous, quand nous sommes restés présents un peu partout, nous étions populaires, jusqu'à ce que le communisme ne soit plus une menace. Et là, nous avons échoué à partir. C'est à ce moment-là que notre popularité a commencé à baisser. Nous aurions dû partir, mais nous ne l'avons pas fait. Et aujourd'hui, on retrouve une situation similaire au Moyen-Orient. Nous ne pouvons pas protéger ces pays. Les gens qui vivent là-bas savent qu'il faut qu'on s'en aille et qu'ils doivent apprendre à s'entendre avec leurs voisins.
Toi et moi, on en a déjà parlé de la Russie. Tu sais, les Lituaniens, les Lettons et les Estoniens aimeraient bien nous faire la même chose que les Israéliens, c'est-à-dire nous entraîner dans une guerre qu'on n'a pas besoin de mener contre la Russie. On ne va pas faire ça. Mais on devrait être un peu plus clair avec les gens et leur dire « Écoutez, c'est vous qui vivez là-bas, pas nous. Entendez-vous avec vos voisins. Ne comptez pas sur nous pour forcer vos voisins à se plier. » Malheureusement, en ce moment, on est en train de forcer tout le monde à se soumettre pour Israël. Et ça ne marche pas, c'est une catastrophe, pour nous et pour le monde. Je pense que le président Trump le sait, mais il est sous pression, il ne peut pas simplement tout arrêter. Eh bien, il y a peut-être quelque chose qui pourrait le pousser dans cette direction. Gary montrait tout à l'heure ce sondage publié par Newsweek, et on en a mentionné quelques autres. Mais il y a eu encore un peu de mouvement là-dessus. Si on regarde uniquement du côté républicain, on peut dire qu'il est en train de mettre le feu à sa propre maison. On a vu ce qui s'est passé avec Thomas Massie. Il a tout tenté. Il a dépensé des dizaines de millions de dollars venus de toutes sortes de donateurs, juste pour s'assurer qu'il ne soit pas réélu lors de sa primaire. Donc, il a ça à gérer. Mais ça a eu un coût. Et maintenant, dans les dernières 24 heures, Tucker Carlson a déclaré « Eh bien, je ne me considère même plus comme membre du Parti républicain. Je ne suis pas démocrate, et je ne le serai pas. » Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais il a dit « Je suis vraiment contre ça. » Et il s'avère qu'il n'est pas le seul. Marjorie Taylor Greene a publié ça, je crois que c'était hier après-midi. Tucker n'est pas le seul à ne pas soutenir le Parti républicain. Il y en a beaucoup, dit-elle, parmi nous, qui en ont vraiment assez et qui ne soutiendront pas un parti qui trahit ses électeurs et son pays. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient démocrate pour autant. Simplement, on en a fini avec ce Parti républicain qui met l'Amérique en dernier. Et ce ne sont pas des figures mineures, loin de là. Comment voyez-vous cette tendance évoluer? Et est-ce que cela pourrait enfin attirer l'attention du président Trump en lui faisant comprendre que le coût pour son propre parti pourrait être plus élevé, surtout à l'approche de novembre, que celui d'un choix en faveur des intérêts américains plutôt que du camp israélien? Je ne pense pas qu'il soit inquiet. Ce n'est pas ce qui le préoccupe le plus, à mon avis. Je crois qu'il s'inquiète d'autre chose. Il est très préoccupé par ses obligations envers le lobby juif et par conséquent envers l'État d'Israël, ainsi que par les gens qui l'ont soutenu pendant sa campagne, les milliardaires. Donc je ne pense pas que tout ça ait beaucoup d'importance pour lui maintenant. Pour le reste d'entre nous, je crois que ce n'est pas seulement une question de républicains. Les démocrates sont allés tellement loin à gauche, en soutenant tout ce qui est perçu comme anti-américain, qu'un grand nombre d'entre eux ne veulent plus rien avoir à faire avec le Parti démocrate. Et vous nous avez déjà montré ce qui se passe du côté des républicains. À mon avis, le système bipartite tel qu'on l'a connu est en train de s'effondrer. Ça ne s'est pas encore vu clairement, mais on va commencer à en voir de plus en plus de signes dans les mois et les années à venir. C'est pour ça que, comme vous le savez, je soutiens la création d'un troisième parti, un parti nationaliste, un parti America First, un parti de la liberté américaine. C'est ce dont on a besoin, un parti qui se préoccupe avant tout de la sécurité nationale, de la défense nationale, de l'identité, de la culture et de l'histoire américaine. Et bien sûr, c'est une hérésie pour les gens de gauche. C'en est aussi une pour certains membres du Parti républicain qui soutiennent le lobby israélien depuis des années. Au fond, ils ne sont pas très différents. Je pense qu'on entre dans une période où tout va changer. Maintenant, ce qui arrivera au président Trump en cours de route, eh bien, si les choses deviennent aussi graves que je le crains dans les prochains mois, il y aura beaucoup de pression pour le pousser hors du pouvoir, et je pense que ça va arriver.
C'est une déclaration assez audacieuse. Comment ça pourrait se produire? Enfin, à quoi ça ressemblerait, concrètement? Eh bien, je ne pense pas que ça arrivera à cause du gouvernement. Pourtant, ça devrait. C'est là que le vice-président devrait intervenir. L'homme qui entre et dit, écoutez, vous savez, à ce stade, vous avez déjà causé assez de dégâts. Des dégâts pour le pays, des dégâts pour le monde. On ne peut plus en supporter davantage. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous coopérez, vous vous taisez, et vous nous aidez à sortir de cette guerre, soit je vous écarte. Et ça veut dire que une majorité des membres du gouvernement vote pour sa destitution. Il y a un amendement qui donne ce pouvoir. Mais je ne vois pas ça se produire, Dan. Vraiment? Non, parce que le président Trump s'est assuré d'avoir les personnes les plus loyales à tous ses postes. Donc il faudrait que la situation soit vraiment grave pour qu'il se retourne contre lui. Même si, je pense, certains commencent à y réfléchir un peu maintenant, alors qu'avant, pas du tout. Oui, mais vous dites loyaux. Moi, je pense que les gens qui manquent cruellement de courage, eux, ils sont pas loyaux. Ce sont des gens qui ont peur, d'accord, et qui sont prêts à trahir pour arriver là où ils sont. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment le problème. Il est plus probable que ça vienne d'une procédure de destitution. Et là, ça pourrait devenir très moche. Mais ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense. Ou alors ça traîne jusqu'à l'année prochaine. Et dans ce cas, ce serait avec le prochain congrès. Oui, je suis d'accord avec toi, Doug. Surtout si la situation économique commence à s'effondrer et qu'on peut faire un lien direct avec la guerre qu'on a déclenchée ici. Je veux dire, même les républicains, quoi qu'ils veuillent faire, je parle des membres du Congrès et du Sénat, je ne pense pas qu'ils pourraient voter contre une procédure de destitution si c'est ce que le peuple américain finit par croire. Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose que ni vous ni moi ne pouvons prévoir avec une précision absolue. Ah non, clairement pas. Mais je pense que c'est ça, la variable décisive. Et c'est intéressant que le président Trump l'ait enfin reconnu publiquement. Ça fait des semaines que je le dis, on risque une dépression mondiale si on n'arrête pas ces tendances tout de suite. Et il l'a enfin dit à Versailles, dépression mondiale. Dieu merci, enfin. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez compris. Désengagez-vous, sortez. Il y a une solution militaire. Elle s'appelle se désengager et partir. Tu sais, Doug, le président Trump est la personne la plus habile que j'ai jamais vue de ma vie. C'est pas toujours une bonne chose, mais il a vraiment ce talent. Il peut changer complètement de position, faire un virage à 180 degrés et convaincre ses partisans que c'était une bonne idée depuis le début. C'est le seul qui peut dire « Oui, je sais qu'on menait cette guerre et que j'ai dit tout ça, mais voilà ce qu'il faut faire et c'est ce que je vais faire pour le bien du pays. » Et je pense qu'il réussirait à garder une grande partie de ses partisans avec lui, plutôt que de suivre cette voie en faisant comme si ces pressions n'existaient pas et risquer de tous les perdre. En ce moment, il se trouve dans la zone de danger où Richard Nixon s'était lui-même retrouvé. Nixon avait fait campagne sur la promesse de mettre fin à la guerre du Vietnam. Quand il a rencontré pour la première fois les chefs d'état-major en 1969, ils lui ont tous dit « Oui, il faut partir. Il n'y a pas de victoire possible ici. Il n'y a rien à gagner. Toute cette affaire a été mal gérée. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de se retirer. » Mais ensuite, Henry Kissinger l'a convaincu en privé que si on faisait ça, on paraîtrait faible aux yeux des Soviétiques et que ça pourrait avoir des conséquences. Et c'est de cette mauvaise interprétation qu'est née cette tragédie qu'on a appelée l'intervention au Cambodge.
the intervention in Cambodia. And the Cambodia campaign was pointless. Et la campagne du Cambodge n'avait aucun sens. Elle a encore plus bouleversé et déstabilisé la région, et elle a coûté la vie à plus d'Américains après l'arrivée de Nixon qu'avant son arrivée. Il a simplement repoussé la fin inévitable. Alors, le président Trump doit s'asseoir et réfléchir sérieusement à tout ça, ou au moins s'entourer de quelqu'un qui puisse l'aider à y réfléchir, pas des gens qui le conseillent depuis le début. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Il ne faut pas attendre que la situation empire. C'est ce que Nixon a fait, et ça a empiré. Il est temps de sortir maintenant. On ne pourrait pas donner de meilleurs conseils que celui-là, et j'espère qu'il y prêtera attention. Mais comme toujours, on apprécie que vous donniez ce genre de conseils, parce qu'on sait qu'il existe une issue. Donc, si les choses finissent par suivre cette voie, on saura que ce n'était pas inévitable. On aurait pu changer le cours des choses si seulement on l'avait fait à temps. Merci beaucoup pour ça, Doug. Nous vous en sommes reconnaissants. Et juste pour vous rappeler, si vous voulez lire l'article complet sur le jour du jugement, allez sur le Substack de Doug à l'adresse mcgregorwarrior.substack.com. Vous y trouverez tous ces articles. Abonnez-vous, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve bientôt. On va recevoir Ian Prude, un ancien ambassadeur britannique, parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment, notamment en Russie et autour de la guerre là-bas. On s'est beaucoup concentré sur ce sujet, mais il y a eu des développements, même au cours des 12 dernières heures, dont il faut parler, parce que ce conflit pourrait s'étendre, et il faut vraiment faire attention à éviter le pire scénario. Rendez-vous donc avec Ian Prude cet après-midi à 14h30 dans l'émission Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure. Et vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon simple de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez.